Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans tes souvenirs. Et cette semaine vous allez rugir de plaisir puisqu'on va s'attaquer à un sujet que vous avez été nombreux à me demander. Une gamme de jouets un peu oubliée aujourd'hui qui avait pourtant tout pour réussir. Des extraterrestres, des lasers, des dinosaures. Oui, on va parler de Dino Riders. Quel meilleur concept que des extraterrestres futuristes combattant sur de magnifiques dinosaures motorisés. C'est ce que proposait cette petite collection du fabricant Taiko en 1987, accompagnée comme d'habitude par une petite série animée de 14 épisodes. Malheureusement, avec un peu moins de 64 millions de dollars de ventes à travers le monde, Dino Rider a été un échec et s'est ensuite évaporé dans l'oubli. Alors que s'est-il passé et pourquoi la gamme est-elle devenue aussi culte aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, mais avant ça, remontons en arrière. Donc peut-être pas autant en arrière. Nous sommes au milieu des années 80 et le petit monde des fabricants de jouets est en pleine révolution. Après le carton intergalactique de Star Wars, c'est Musclor qui a pris le contrôle des coffres à jouets. Les petites marques familiales, spécialisées dans un seul produit, sont donc contraintes d'aller chercher de nouvelles parts de marché. Et ça, les dirigeants de Taiko l'ont bien compris. Je vous avais déjà parlé d'eux dans ma vidéo sur les Crash Dummies, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, mais après cette vidéo. Taiko, qui fabriquait amoureusement des trains miniatures depuis les débuts des années 20, avait peu à peu dévié vers des circuits de voitures puis des voitures radiocommandées. Ils avaient même collaboré avec certaines grosses licences, comme pour le célèbre train G.I. Joe ou le train Transformers, mais cette fois-ci, c'est l'arrivée de la gamme Mask qui les pousse à réagir. Avec ses voitures, ses camions, ses avions transformables d'un seul clic, Matt Trekker et Kenner viennent directement jouer sur leur plate-bande. Taiko va donc lancer la première gamme de figurines articulées de son histoire. Mais on ne produit pas des action figures comme on fabrique des voitures. Il faut donc rogner sur les coûts au maximum. Là encore, les personnages hauts de 2 pouces de masque les convainquent que finalement, la taille compte assez peu quand on la roule dans une belle histoire. Un matin de printemps 85, Jim Halley, vice-président du département marketing de Taiko, propose de lancer non pas uniquement des figurines, mais pourquoi pas des figurines et des dinosaures. En effet, il se susurre qu'Hollywood prépare le grand retour des monstres préhistoriques sur le devant de la scène, chaque studio préparant sa vision du dinosaure. L'idée est lancée au hasard d'une réunion, mais le soir même, Warren Bosch, responsable recherche et développement de la marque, se met au travail. Kenner veut leur piquer le marché des voitures réalistes, et bien les figurines Taiko chevaucheront des dinosaures. Les Dino Riders allaient pouvoir sortir de l'œuf. Grosse particularité, à la différence de la majorité des sujets que j'aborde sur la chaîne, Dino Riders est une des très rares gammes dont la quasi-totalité du matériel de pré-production a été mis gratuitement à disposition des fans. L'ami Warren Bosch ayant gracieusement fait don de ses archives personnelles au site Dino Riders Museum. Un grand merci à lui. On peut donc suivre pas à pas les tâtonnements de la marque pour créer cette gamme de dinosaures futuristes. La première étape est de convaincre Dick Gray, PDG de Taiko Toys, connu de ses employés pour être dénué de toute imagination. Et pour convaincre Dick de lever des fonds, il faut lui en mettre plein les yeux. Malheureusement, les premières maquettes sont loin d'être à la hauteur. Warren décide donc de tout reprendre à zéro et de la fabriquer lui-même en une nuit sur la base d'une figurine masque, encore une fois. Et ce Vélociraptor fait une excellente monture. Il sera le maître étalon des Dino Riders. Une fois le feu vert donné, les équipes peuvent se mettre à développer le concept. Le fabricant étant connu, comme je l'ai dit plus tôt, pour ses engins électriques, on décide tout d'abord que les dinosaures seront télécommandés. Les premiers dessins voient le jour, et ce sont déjà deux factions, qui deviendront les Valoriens et les Rulons, qui s'affrontent. Au départ, chaque équipe devait partager les mêmes 4 dinosaures, pour limiter les coûts. Mais chacun le fait à sa manière. Les premiers chevauchent les dinos grâce à leur lien psy, les vilains seconds les contraignent par le contrôle mental. Parmi les idées lancées en réunion, on trouve également les végétariens d'un côté et les carnivores de l'autre. De même, plutôt qu'une coûteuse série animée, Taiko préfère se contenter d'un court-métrage publicitaire de 8 minutes, posant les bases de l'univers. Mais c'était sans l'intervention d'un vétéran du monde du jouet, un certain Bernie Loomis. Ce tout jeune retraité de chez Kenner, pour qui il a développé la gamme Star Wars, Bisounours ou Charlotte aux fraises, vient en effet de se reconvertir dans le consulting. Bernie est connu pour ses capacités à vendre du vent à des propriétaires de moulins,
C'est lui qui non seulement s'était intéressé à ce petit film de SF rejeté par ses concurrents, mais surtout, c'est encore lui qui était parvenu à réaliser l'exploit de vendre 500 000 boîtes vides siglées Star Wars à Noël 77 pour faire face au retard de production. Bernie va donc professer quelques conseils aux dirigeants de Taiko. Plutôt que de proposer le même panel de dinosaures pour chaque camp, il faut varier les plaisirs tout en minimisant les coûts. Certains corps seront recyclés, seule la tête changera. Mais surtout, Loomis a déjà en tête une politique tarifaire. Des petits sets à 6 $, des sets de base à 13 $ et des masterpieces à 29 $. Là aussi, la recette est très proche de celle de Mask. À ce tarif, impossible de fournir des jouets télécommandés. On donne donc aux plus gros dinos un simple moteur à pile pour leur donner le pouvoir de marcher avec plus ou moins de facilité. Les premiers artworks sont commandés au dessinateur Paul Kirchner, plus connu pour son travail dans Metal Hurlant, notamment pour son légendaire The Bus. Avouons-le, ces petites fresques pleines d'action, de frissons et de dinosaures sont pour beaucoup dans le succès de Dino Riders. Et ce n'est pas fini. Un court-métrage de 8 minutes ne permettant pas de concurrencer Musclor ou bien Mask, Taiko décide de s'allier à Marvel pour non seulement porter ses personnages sous la forme de comics, mais surtout pour coproduire une série de 13 épisodes dans l'un des programmes télé en syndication de la firme de Stan Lee. Ce sont donc Stephanie et Jim Gradiano, qu'on avait déjà vu sur Tron ou sur Bucky O'Hare, qui se chargent de fixer pour de bon le lord de Dino Riders pour le scénario. L'animation est sous-traitée quant à elle dans des studios de Corée du Sud. Et pile poil 2 ans après le début du projet, les Dino Riders sont prêts à conquérir le monde. Taiko réserve des créneaux sur plusieurs chaînes nationales et à 10 heures tapantes, elle diffuse tout en même temps un long spot de 2 minutes à la gloire des Dino Riders. Mais bien qu'annoncé en fanfare, le démarrage est plutôt timide. La case de diffusion de la série ne soulève pas les foules. Il faut dire que nos Dino Riders sont un peu coincés à côté d'une rediff du Spider-Man de 81. Et les 13 épisodes sont vite engloutis. Taiko n'a pas les reins assez solides pour se lancer dans une série régulière. Mais les jouets font mouche. Les 2 pièces maîtresses de la gamme, le T-Rex et le Diplodocus, véritables playsets motorisés, font baver toute une génération. Malheureusement, leurs prix élevés en font surtout l'objet de nombreuses frustrations. Après les 12 premières références, les magasins de jouets reçoivent une seconde série de dinosaures, qui se contentent d'exploiter le filon. Tout comme Kenner avec Mask, Taiko s'essaye au mini Panoply avec les commandos, mais le public veut du dinosaure. Les ventes s'essoufflent, la série 3 ne sera même pas distribuée en France. Alors en 1989, Taiko tente de relancer la machine avec un ultime épisode qui restera lui aussi inédit en France et qui était censé lancer un nouvel âge de glace. Les jouets mettent en avant non plus des dinosaures mais bien des créatures préhistoriques tardives, un mammouth ou un tigre à dents de sabre. Plus de Valériens, mais des bons vieux hommes préhistoriques. Cri du cygne des Dino Riders qui referme une page de l'histoire du jouet, mais qui va continuer en sous-main. En effet, le musée Smithsonian Institute, souvent qualifié de plus grand musée du monde, charmé par la qualité de ces mini-dinosaures, décide de les proposer, sans les pistolets laser, dans ses boutiques, donnant à la gamme ses lettres de noblesse de jouets presque scientifiques. Dino Riders était probablement un peu trop en avance sur la Dinomania, devançant Denver, Petit Pied et évidemment Jurassic Park qui ne sortira que 6 ans plus tard, en 93. Le film de Spielberg offrira la possibilité à Kenner, encore eux, de proposer une collection révolutionnaire pour l'époque avec des créatures aux peaux caoutchouteuses. Alors que Jurassic Park est partout, il recycle bon nombre de Dino Riders pour leur gamme Cadillac et Dinosaures, adaptation animée du comics Chronique de l'ère mésoïque. Et tant pis si les designs des dinos sont assez éloignés de ce que l'on voyait dans la série. Avant d'être avalé par Mattel en 1997, Taiko s'est illustré une dernière fois dans le courant des années 90 avec ses désormais mythiques spots de pub pour ses voitures téléguidées, dont les slogans résonnent durablement dans nos cerveaux. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que les voitures du futur seraient capables de faire des trucs comme ça. C'en était donc fini des Dino Riders. Enfin, pas tout à fait. Un des jouets emblématiques de la gamme va intégrer discrètement une des histoires de jouets les plus célèbres de Pixar. Oui, Rex, le gentil dinosaure, ne serait rien d'autre que le T-Rex Dino Rider, puisque comme il explique lui-même dans Toy Story 2, il a été fabriqué par Mattel, enfin, par une petite société rachetée par Mattel.
Cette influence se ressent également au cinéma, et beaucoup espèrent voir des dinosaures harnachés dans le prochain Jurassic World. Alors pourquoi une telle ferveur envers un échec commercial vieux de bientôt 35 ans? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, au-delà du concept SF, des qualités et des défauts de la gamme de jouets, Dino Riders a été pour beaucoup une sorte de comète éphémère, objet de frustration vite disparu des catalogues. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue aussi mythique. Peu diffusée à la télévision, mal distribuée en DVD, Dino Riders est devenu une sorte de souvenir fugitif d'artwork glorieux et de goûter du mercredi après-midi. En dépit des rumeurs régulières, aucun projet de relance n'est jamais arrivé à son terme. Si ce n'est très récemment, un très étonnant set de personnages monocolores, plus proche des cosmics que des mini-figurines que nous avions connues, et qui pour le moment est une exclusivité de la firme Mattel. Faut-il y voir les débuts d'une nouvelle Dino Rider Mania? On ne peut que l'espérer, et d'ailleurs dites-moi ce que vous en attendez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le meilleur moyen de nous aider, c'est de lâcher votre meilleur pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on va fêter les 5 ans d'Archeo Toys. Oui, je sais, c'est fou. On va donc se retrouver en live mercredi à partir de 21 h pour une soirée un peu spéciale. On va tenter de vous faire gagner des cadeaux, on va faire venir des guests, et on va surtout vous parler des projets que j'ai pour cette année. Bref, dans tous les cas, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.